démarrer en cette fin de quinquennat de mois? Alors, ouais, ce que je disais, c'est que du coup, j'avais pris pas mal de vidéos, mais j'ai pas eu le temps de les exporter, de faire un film sur la première étape. Mais du coup, j'en ferai un global de toute la transat. Et ce que je vous propose, c'est du coup essayer de retracer un peu cette première étape qui, à la base, devait durer, quand on est parti des Sables, les premiers routages, ça nous donnait à peu près 7 jours. Au final, elle en aura duré 12, donc pas trop ce qui était prévu. Heureusement, j'avais pris pas mal de bouffe. J'en avais pour à peu près 10-11 jours. Donc, j'ai pas manqué, puisque vu qu'on s'est arrêté 2 jours, au final, j'étais bien. J'aurais même pu tenir encore, je pense, 1 ou 2 jours, pas beaucoup plus. Mais en tout cas, ça l'a fait. Et en eau, j'étais large aussi niveau eau. Donc voilà. Mais en tout cas, à la base, on partait sur 6-7 jours. Moi, j'étais arrivé au Sable le début septembre, 2 semaines avant le départ. Et en gros, les 2 semaines d'avant, le but, c'était d'essayer de préparer le bateau. Globalement, il était plutôt prêt, mais de préparer, de fignoler un peu les derniers détails, de tout mettre dedans, tout bien ranger, sac par sac, pour que ce soit facile à trouver en nav. Essayer de noter qu'est-ce qu'il y avait dans chaque sac, tout bien calé dans le bateau, ranger, être sûr que tout ait sa place et que le bateau parte dans les meilleures conditions possibles. Et après, à côté de tout ça, j'essaie aussi de faire un peu de sport, de bien dormir, d'être le plus prêt possible pour le départ. Et il s'est avéré au final que le départ a été décalé de 24 heures. À la base, on devait partir le dimanche 26. Et au final, on est parti le lundi 27 parce qu'il y avait une dépression. Je ne sais pas si on la verra ici, mais on la voit un petit peu. On voit qu'il y a pas mal de vent au moment du départ. Et en fait, c'était une dépression qui est passée le dimanche. Et donc, le week-end d'avant, c'était assez cool parce qu'il y avait un gros club de supporters qui était au Sable. Il y en a pas mal d'entre vous qui étaient là. Donc, c'était hyper chouette, hyper cool et hyper motivant. Bon, ça laisse voir la visual en direct. Comment? Et donc, donc c'était assez chouette ces 2 jours avant le départ pour prendre un max d'énergie et puis partir à bloc le lundi. Le premier moment un peu assez ouf de la course, c'était le chenal de sortie des Sables. En fait, au moment du départ, on sortait pas tous ensemble, tous les bateaux partaient pas les poteaux ensemble, mais on avait une horaire de départ donnée. Et c'était assez impressionnant au début parce qu'on sentait qu'il y avait encore beaucoup de vent en dehors du port. Et donc, quand on était, nous, en train de préparer les bateaux, ça avait un côté un peu anxiogène parce que on savait que, globalement, dans le port, ça allait, mais que dès qu'on allait sortir, il y allait avoir pas mal de vent. Et c'est pour ça qu'ils ont d'ailleurs redécalé la sortie des bateaux de 1/2 heure le jour du départ pour que les premiers qui sortent n'attendent pas trop longtemps dans l'air et dans des vagues à la sortie du port. Et du coup, moi, je suis sorti à peu près en milieu, je pense, de bateau, milieu plutôt dans les milieux des bateaux. Et du coup, c'était assez dingue parce que il y avait un petit Zodiac qui nous remorquait, qui nous sortait du ponton, qui nous remorquait tout le long du chenal. Et il est assez long, le chenal, mine de rien. Et on avait beau être lundi, il y avait quand même pas mal de monde sur les bords du chenal. C'était assez impressionnant comme moment, puisque c'est le même chenal que prennent les bateaux du Vendée Globe, par exemple, quand ils quittent les pontons. Donc, c'était assez impressionnant de voir tout ce monde-là et pas mal de bruit. C'était hyper chouette, à un moment que j'ai adoré. Assez fort émotionnellement aussi, quand même. C'était pas simple émotionnellement, c'était cool. Et par contre, du coup, dès qu'on sortait de ce chenal-là, le contraste était assez marquant parce qu'on arrivait dans pas mal de houle. Le front venait de passer, donc il y avait beaucoup de houle, beaucoup de vent. Et c'était assez impressionnant d'arriver là-dedans. On était mis dans le bain direct quand on venait sortir du chenal. On avait vu plein de gens, c'était hyper chouette. Et puis on passe le chenal et là il y a pas mal de houle, pas mal de vent. Donc globalement j'ai attendu, je sais pas, une heure ou deux dehors à faire des ronds dans l'eau. En gros on faisait juste des allers-retours en tant que tout le monde sorte, bien sûr. Et le vent s'est calmé assez rapidement, mais la mer a mis quand même un peu de temps à se calmer. Donc, mais au moins le vent était plus faible au moment du départ. Et il y a un truc assez bizarre qui s'est passé au départ, c'est qu'en fait la plupart des bateaux ne savaient pas où était la ligne de départ.
on avait eu une zone de départ, en gros, au moment du briefing. Et puis au final, les bateaux, ils s'étaient pas du tout mis à cet endroit-là. On attendait en gros la sortie du chenal et la ligne de départ était beaucoup plus loin. Et ce qui a fait que, en fait, moi, j'ai assez vite été vers la ligne de départ, donc j'ai réussi à être à temps pour reprendre au top. Mais il y a plein de bateaux qui sont arrivés trop tard. Et du coup, je sais pas si vous avez vu les images sur Internet, mais il y a plein de bateaux qui, au moment du top départ, sont en train de retourner vers la ligne, ils sont du mauvais côté de la ligne. Et ça a fait un départ un peu bizarre parce que du coup, il n'y avait pas tous les bateaux sur la ligne. Il y avait, je sais pas combien il y en était, mais pas tout le monde était sur la ligne. Je pense que c'est parce qu'il y avait un hélico qui était là aussi. Du coup, il pouvait pas forcément attendre très longtemps. Mais en tout cas, ça a fait un départ un peu particulier où tous les bateaux n'étaient pas sur la ligne. Moi, c'est plutôt bien sorti parce que j'étais allé assez tôt sur la ligne, donc j'avais le temps de regarder un peu quel bord était favorable. C'était assez ouf ce départ parce que je pense que je pars quasiment en tête. Et ça avait un côté un peu dingue avec l'hélico qui était au-dessus. C'était trop cool parce qu'il y avait plein de bateaux accompagnateurs. Et je devais avoir 4 ou 5 Zodiac qui étaient venus au départ. Donc c'était trop cool comme moment de voir l'hélico, les bateaux. Ça faisait un peu un moment surréaliste, quoi. C'était assez dingue. Et après, du coup, on partait pas directement vers le Cap Finistère. On avait une petite bouée à passer. En gros, le but, c'est juste de faire un petit peu le spectacle avant de partir. Donc, on a une petite bouée, on appelle ça une bouée de dégagement à passer. Et donc, cette bouée-là, elle était mouillée hyper bizarrement. Et du coup, tout l'avance que j'avais au départ, en passant la ligne de départ, je l'ai perdue parce que je suis allé beaucoup trop loin. Enfin, bref, j'ai pas pris le chemin le plus court pour aller à cette bouée-là. Et du coup, au final, je me retrouve, je sais pas, 15e peut-être, 10 ou 15e à la première bouée, mais ce qui était pas si mal. Le premier était pas très loin. Donc ça me dérangeait pas forcément. J'ai juste perdu un peu d'avance que j'avais. Et donc après, on était parti. Vous voyez au début, là, quand c'est orange, c'est qu'il y a pas mal de vent, et plus c'est bleu clair, moins il y a de vent. Donc on est parti, il y avait quand même un peu de vent. Et le but, c'était de commencer à faire route vers le Cap Finistère, qui est là, la pointe espagnole. Et donc, sur notre route, pour aller vers là, vous voyez, tout ici, il y a une bulle sans vent. On appelle ça une dorsale, mais en gros, c'est une zone sans vent. Et c'était la première difficulté à gérer, c'était d'essayer de passer cette bulle sans vent pour aller chercher un front. Ce qu'on appelle un front, c'est en gros un peu une tempête, enfin un endroit où il y a pas mal de vent dans une dépression. Et donc, on la voyait arriver ici. Et le but, c'était d'aller vers là-bas et de ne pas rentrer dans cette zone sans vent ici. Donc, c'était la première nuit. Ouais, souvent, j'ai du mal à me mettre dans ma course au début. Il me faut quelques jours avant de rentrer dedans. Et puis là, ce passage-là, il y avait un peu de houle, du coup, vu qu'il y avait un front qui était passé avant. Le vent était un peu mou, il y avait des nuages un peu bizarres. J'ai pas très bien négocié cette nuit-là. Et donc ça fait qu'en plus, j'étais un peu malade. Il y a plein de gens qui ont eu la même réflexion, qui sont rarement malades. Mais là, avec un peu l'émotion du départ, c'est souvent le cas. Il y a souvent des gens qui sont malades. Et puis, ça n'a pas échappé à la règle. C'est la première nuit. Il y a pas mal de gens qui ont été malades, voire certains qui ont été malades jusqu'à quasiment le Cap Finistère pendant 2 voire 3 jours. Donc, qui ont très peu mangé. Heureusement, j'ai eu de la chance de s'est passé dès la deuxième journée, quoi. Donc, dès la deuxième après-midi, j'étais de nouveau en forme. Mais en tout cas, la première nuit, je suis pas très bien, j'en suis pas très bien sorti, puisque je pense que je suis là, là c'était 8e, mais après je perds quelques places. Et on voit, c'est une zone où il n'y a pas beaucoup de vent, donc tous les bateaux, ils ont un peu des trajectoires bizarres. On essaye de s'en sortir comme on peut. On essaye de slalomer un peu entre les nuages, de trouver les zones sans vent. Et puis, au fur et à mesure de la deuxième journée, il y a le vent qui est monté et on a retrouvé des conditions un peu plus faciles, un peu plus navigables. Et puis toute la journée, donc là on voit il est 13h, toute la journée le vent est monté et on voit ce petit front qui était du coup une zone où il y avait beaucoup plus de vent qui nous rattrapait au fur et à mesure. Enfin, on allait vers cette zone-là. Et c'est en fin de journée qu'on a commencé à avoir vraiment pas mal de vent. Là il est 17h. À 17h déjà, moi j'étais sur... un riz GV, un riz Solent, donc un riz grand voile, un riz Solent, ça veut dire que j'avais déjà pas mal réduit la toile. Et au fur et à mesure de l'avancée de l'après-midi, il y avait de plus en plus de vent, puisqu'il y avait ce front, cette partie ventée dont on s'approchait. On savait qu'elle allait être forte, puisque là, on était globalement quasiment un peu plus d'un jour après le départ, donc les prévisions météo à cette échelle-là, elles sont assez fiables. Donc on savait qu'on allait avoir du vent.
mais on pensait quand même pas en avoir autant. Et du coup, à ce moment-là, là, il était, il est 11h du matin, donc ça continuait de sortir. Et puis, c'est qu'en fin de journée, donc en fin de journée vers 18h, je crois, qu'on a viré pour commencer à faire cap vers le sud de l'Espagne. Donc là, j'ai viré un peu dans l'après-midi parce qu'il y avait juste une petite oscillation de vent, mais je revirer et repartir vers l'ouest, puisqu'on savait que on a un routeur en fait qui nous aide. On a un coach au pôle de La Rochelle et on a aussi un météorologue. Nous, dans notre cas, c'était Jean-Yves Bernot. Et le rôle du météorologue, c'est en gros de nous aider à faire ce qu'on appelle des routages, donc nous aider à définir la meilleure trajectoire pour la course. Et donc là, il nous avait dit, Jean-Yves, que globalement, il fallait être le plus à l'ouest possible, donc le plus dans cette zone-là possible au moment du front. Et du coup, il fallait être l'un des derniers à virer. Et c'est ce que je me suis appliqué à faire. J'étais du coup 22e, pas très très bien placé à ce moment-là. Et on va le voir qu'en allant le plus à l'ouest possible, ça m'a fait gagner pas mal de place. Donc après, moi, je continue. Il y en a pas mal qui ont viré là, et moi, je continue quasiment le dernier, en tout cas en série. Je vais virer dans les derniers. Donc là, il est 20h du soir. Le soleil se couchait. Et donc, on a attaqué vraiment, on voit, c'est la zone quand même où il y avait pas mal de vent. À la base, notre météorologue nous avait dit que le gros du vent allait passer vers 23h. Donc moi, je m'étais dit, 23h, je me couvre bien. J'avais bien mangé dans le midi, bien mangé l'après-midi. Je me suis dit, voilà, je vais barrer jusqu'à 23h, jusqu'à ce que le gros coup de vent passe. Et puis après, j'irai dormir et manger un bout une fois que ce sera passé et que j'aurai pu envoyer un SPI. Sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Au final, on a eu du vent quasiment toute la nuit de 23h, du coup de 20h jusqu'à 6-7h du matin. Et on a eu moi j'ai vu à la Nemo 38 nœuds. 38 nœuds, ça fait, disons, 70-75 km/h. Il y a des bateaux accompagnateurs qui ont vu plus de 50 nœuds, 55 nœuds, je crois. Globalement, je pense qu'on a eu au moins, pour les bateaux qui étaient par ici, on a eu au moins 35-40 nœuds en rafale, avec 30 nœuds établis, quoi. Donc, c'est des conditions qui sont assez sport quand même pour nos petits bateaux. Et en plus, on était au près, donc c'est pas des conditions très fun, avec une mer assez désagréable. Et en plus, moi, j'avais pas beaucoup mangé, pas beaucoup dormi avant, en me disant que ça allait passer vite. Mais au final, je suis passé la nuit à la barre. J'ai des vidéos où le bateau est assez couché quand même. J'avais beau avoir 2 riz grand voile, 2 riz Solène, donc c'est quand même des configurations de voile où il n'y a pas beaucoup de voile. Le bateau a quand même, il y a quand même beaucoup de vent, quoi. Et en plus, à ce moment-là, je vois Julie qui était à côté de moi, Julie Simon, qui doit être l'un des bateaux ici, qui doit être elle, qui m'a doublé avec 2 riz grand voile, 1 riz Solène, donc elle avait plus de voile que moi. Et du coup, je me suis dit que j'allais aussi renvoyer de la toile, sauf que juste après, il y a eu un gros nuage qui m'a couché. Je crois que c'était pas une très bonne idée, mais bon. En tout cas, j'ai passé la nuit comme ça, dans pas mal de vent. Et vous voyez, là, j'étais plus à l'aise, j'étais toujours 24e. Mais ce positionnement, il va me permettre de gagner pas mal de place par la suite. Donc là, il était 22h, c'était des moments pas très fun. J'avais hâte que ça se calme. D'autant plus que notre routeur, il nous avait dit que ça allait passer vite. Et au final, ça s'est pas passé rapidement du tout. J'ai pas trop cassé de trucs. C'est ça qui est cool pendant cette période-là, c'est que j'ai pas trop cassé de matos, sauf un petit bout qui tient le Solent à l'avant, on appelle ça l'amure, c'est pas très très grave, j'ai réussi à la changer en me faisant rincer de la tête aux pieds parce que j'avais pas mal fermé ma vareuse. Et du coup, j'ai pris l'eau, en allant changer ce truc-là, j'ai pris une immense vague qui m'a trempé. Tout est rentré par le col, j'avais pas mis le scratch sur mon col, tout est rentré par le col, ça a dégouliné dans ma salopette et ça a dégouliné dans mes bottes. Donc j'étais rincé de A à Z, et j'avais une piscine dans mes bottes, j'avais je pense 3 litres dans chaque botte. Donc là, sur le coup là, j'avais un peu regretté d'être allé à l'avant comme ça sans avoir fait gaffe à fermer ma vareuse. Et heureusement, j'avais une seconde panoplie sous vide que j'avais gardée au cas où. Mais au final, dès la première nuit, j'avais utilisé ma seconde panoplie, soi-disant de rechange. Mais bon, c'était pas assez. Au moins, j'avais ça de sec. Donc c'était la seule petite casse que j'ai eue pendant ce front-là, c'était la casse de mon amure de Solent.
Et ensuite, donc c'est dans la matinée, vers je pense 6-7 heures, donc c'est encore un peu plus loin, qu'on va voir que les bateaux ont commencé à accélérer parce qu'on a enfin touché cette bascule. On la voit arriver ici, le vent il passe en gros de l'ouest au nord-ouest. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a pu accélérer, et c'est là que j'ai gagné beaucoup de place. Là, on voit que les bateaux accélèrent déjà pas mal. Et donc, à ce moment-là, vu que le vent a tourné, j'ai pu envoyer un spi, donc une voile qui est beaucoup plus creuse et beaucoup plus rapide que les voiles d'avant. Et on voit que tous les bateaux accélèrent vachement. Et c'est là où notre positionnement à l'ouest par rapport aux autres a vachement payé, puisque je remonte à la 5e place en très peu de temps. Au final, ces conditions-là, elles sont un peu dures pour le bateau parce que c'est des conditions où le vent venant d'une direction puis changeant radicalement d'une autre, la vague, la houle ne change pas aussi vite de direction. Et du coup, on se retrouve à aller à des vitesses, je ne sais pas quelle vitesse j'étais à la vitesse 13 nœuds 7 de moyenne, donc ça fait j'allais à des pointes à 15 voire 16 nœuds, mais face aux vagues. Et quand on va à des vitesses comme ça face aux vagues, le bateau il fait des sacrés bons. C'est hyper impressionnant, mais je pense qu'il y a des moments où il se retrouve quasiment sans aucun contact avec l'eau. Et donc, quand il retombe, ça fait forcément un peu mal. Et c'est là que j'ai cassé deux parties du bateau, pas très très grave, mais quand même, il y a deux endroits qui sont fissurés dans le bateau, dont un qui est hyper reculé, qui est quasiment au niveau de la descente, là où je descends dans le bateau. Donc, c'est des endroits qui, normalement, sont jamais en dehors de l'eau, sont jamais atteints. Enfin, on n'arrive jamais on casse rarement ces endroits-là. Mais là, j'ai sauté tellement haut que j'ai eu des endroits où ça a tapé jusque-là, quoi. Bon, en tout cas, ce qui était cool, c'est qu'à partir d'ici, on se disait qu'on était un peu sauvés, qu'on avait envoyé notre spi et que maintenant, on allait être, du coup, avec des vents portants jusqu'aux Canaries. On se trompait un peu, mais en tout cas, on se disait qu'on avait passé le plus dur et que maintenant, c'était que du spi. On n'avait pas forcément raison parce qu'on va le voir après. En fait, on a eu dès quelques heures, donc là, c'était le matin, et dès la fin d'après-midi, on était de nouveau dans une bulle sans vent. Donc là, on la voit arriver, le bleu, là, c'est des zones complètement sans vent. Et donc, les routages, à la base, notre météorologue nous avait dit, vous inquiétez pas, une fois que vous aurez passé le front, vous allez passer ce cap-là facilement, vous aurez du vent tout le temps, et puis ça roulera jusqu'aux Canaries. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé, puisqu'on est resté englué pendant 2 jours dans cette zone-là, puisqu'on n'a pas eu de vent pendant beaucoup de temps. Et donc c'était un peu long, mais c'était à la fois chouette aussi, parce que ça nous permettait de nous reposer. On avait des conditions quand même assez musclées la nuit d'avant. Et donc, de pouvoir calmer un peu le jeu et être plus tranquille, ça nous faisait pas de mal non plus. À ce moment-là, c'était assez drôle parce que, justement, notre météorologue nous avait dit que on aurait du vent tout le temps et que, globalement, les bateaux qui seraient les plus à l'ouest seraient les mieux lotis, qu'ils arriveraient à passer en un coup. Et du coup, moi, à ce moment-là, je savais pas que j'étais 5e. Je voyais juste les bateaux autour de moi, puisqu'on voit en gros à peu près à une petite dizaine de milles, à 6 000 autour de nous, donc une dizaine de kilomètres. Donc en gros, moi, je voyais que les bateaux qui étaient dans ce petit cercle-là. Et tout cela, je ne les voyais pas. Et dans ma tête, vu que je savais qu'il fallait être le plus à l'ouest possible et que moi, j'avais viré un peu tôt la veille, je ne le savais pas encore que j'étais le plus à l'ouest, je pensais qu'il y avait plein de bateaux qui étaient encore plus à l'ouest que moi et qui allaient me doubler. Et jusque au classement d'après, 48 heures après, je pensais qu'il y avait plein de bateaux, dont Quentin, avec qui j'étais, avec que j'avais perdu à l'AIS. Et je m'étais dit, Quentin, c'est sûr que lui, il est passé à l'ouest et que nous, ici, on va être dernier, tout le monde va nous passer. C'est souvent, en fait, quand on est un peu fatigué, souvent, on voit un peu les scénarios du pire. Et donc, là, à ce moment-là, je me disais, c'est sûr qu'il y a toute la flotte qui est à mon ouest. Moi, j'ai viré trop tôt et puis je suis en gros dernier, quoi. Et puis, à ce moment-là, je discute avec Basile, qui était juste ici. Et Basile, il me dit, ouais, moi, je suis pas sûr que ce soit vrai parce que j'ai Hugo Dallène qui est normalement, qu'est-ce qu'il est un des favoris qui finira 3e de cette étape-là. Et il me dit, moi, j'ai Hugo Dallène, je le vois à l'AIS, donc à mon radar, et il est 3000 sous moi. Donc, moi, je pense pas qu'on se soit fait défoncer. Au final, s'il y a Hugo qui est là, c'est qu'on doit pas être si mal. Et c'est vrai, il avait raison, puisque du coup, on était quand même dans le groupe de tête. Mais moi, dans ma tête, je m'étais imaginé qu'il y avait plein de gens qui allaient nous dépasser à ce moment-là, et en fait, c'était pas du tout le cas. Et donc, on a le classement à 16h qui me dit que j'étais 5e, donc plutôt chouette, assez content d'avoir réussi à pas trop casser de trucs sur le bateau et d'attaquer la nuit à cette position-là. Et ensuite, du coup, en arrivant dans cette zone, pour éviter cette zone de
molle, donc où il n'y a pas de vent. On a dû, avec Basile, empanner pour rejoindre ce groupe de bateaux-là et attaquer la nuit avec eux. Donc ça, c'était plutôt chouette, comme je disais, la mer était assez calme, on voyait toutes les côtes du nord de l'Espagne, puisque c'est des côtes qui sont hyper hautes, et du coup, on les voit hyper bien de la mer. Et même la nuit, on voit les lumières sur les petits villages, donc c'est assez chouette. Il n'y avait pas beaucoup de vent, c'était pas très rapide, mais au moins c'était une nuit assez sympa. Et le but, vu que le vent venait d'ici, c'était de pas trop se rapprocher de la côte, parce qu'il y a ce qu'on appelle un effet de tampon. C'est un effet, en gros, où quand le vent vient du large, il y a moins de vent à terre, et du coup, le but, c'était de négocier ça, de pas trop se rapprocher de la côte cette nuit-là, pour pas rentrer dans une zone sans vent. Et on va le voir, il y a quelques bateaux qui sont rentrés dans cette zone-là, qui sont restés assez longtemps, notamment Jean, mais je sais pas si Jean-Marc, mais ouais. Grave, carrément. Romain, t'es en mute. Pardon. Bien vu. Je disais que du coup, on avait, alors en météo, on a des prévisions météo au départ, mais qui sont fiables à 2-3 jours à peu près, pas beaucoup plus. Et après, à partir de 2-3 jours, on a d'autres prévisions qui prennent le relais, c'est les prévisions de l'organisation. Et elles sont données tous les jours à 15h, 15h heure universelle. Et donc, à ce moment-là, on a la position des anticyclones, la position des dépressions sur une carte avec leurs coordonnées GPS. Et on a aussi les prévisions par zone. Et les prévisions par zone, c'est en gros l'Atlantique qui est quadrillé avec plein de zones. Et ils nous disent, dans la zone, par exemple dans la zone Golfe de Gascogne, il y aura un vent de nord, ou le 3 à midi, par exemple, il y aura un vent de nord. Le 4 à minuit, il y aura un vent de nord-est avec 10 nœuds. Le 4 à minuit, il y aura un vent de nord-est 15 nœuds. Et donc, en gros, on a des prévisions météo, mais qui sont hyper larges. Une zone, il faut s'imaginer que c'est à peu près la taille du golfe de Gascogne, quoi. Donc, ils nous donnent la prévision au centre, mais ça ne nous donne pas trop ce qu'il va y avoir sur les côtés, en haut, en bas. Donc, on essaye un peu de faire notre petite prévision et nos moyennes avec ce qu'ils nous disent. Mais on le verra après, entre ce qu'ils nous donnent et la réalité, au final, il y a quand même des gros écarts. Donc à ce moment-là, on savait qu'il y avait une dorsale qui était au-dessus de nous, enfin qu'il y avait une zone sans vent qui était au-dessus de nous, mais on savait pas jusqu'où elle allait, quoi. On savait qu'il fallait essayer de longer la côte parce que c'est là qu'on allait avoir le plus de vent possible, mais ça nous dit pas exactement jusqu'où on peut aller ici dans une zone, jusqu'où on aura du vent ici, c'est pas du tout assez précis. Et en gros, c'est à nous de faire un peu notre popote avec en regardant les nuages, en regardant le vent qu'on a et en regardant la pression. On a un baromètre à bord qui nous permet à peu près de savoir où on est, mais c'est pas très précis du tout. Donc voilà comment on fait notre météo. Et sur l'Atlantique, ce sera pareil. On aura une grand quadrillage de l'Atlantique avec des zones, des positions d'anticyclone et de dépression. Et puis on essaiera de faire comme ça, quoi. Et à ce moment-là, globalement, sur des zones aussi précises que le Cap Finistère, la pointe espagnole, on n'a pas une météo assez précise. On a juste, globalement, on sait qu'il y aura des secteurs de vent à peu près. Et puis on essaye de tricoter avec aussi les cours qu'on a eu. On a eu pas mal de cours météo qui détaillaient ces zones-là, justement, qui nous disaient, quand le vent vient de nord, il faut plutôt faire attention à ne pas aller là ou bien à aller là. Du coup, c'est un peu grâce à ça qu'on arrivait à naviguer. Donc voilà. Comment on faisait. Et puis là, du coup, c'était la nuit où il n'y avait pas beaucoup de vent. On longeait les côtes, en tirant des bords, on était sous speed, donc au portant, on tirait des côtes. Là, le bord que je fais là, c'est parce que je m'étais trop rapproché de la côte et du coup, j'ai dû sortir du dévent. C'est pour ça que j'ai fait un bord en travers de la route complètement. Et après, ça m'a fait, j'ai passé la nuit d'après à essayer de rester au large pour garder du vent. Et on va voir que ça a payé un moment, mais que ça a rebattu les cartes un peu après. Il y a des gens qui sont allés bien à terre, dont Brieux, par exemple. Et là, ça va un peu moins vite parce qu'on va moins vite, forcément. Et puis là, en allant au large, on a bien marché parce qu'on voit que ces bateaux-là, ils n'avancent pas très vite. Et nous, on arrive à aller bien plus vite qu'eux. Et donc, on s'en tire plutôt bien. Donc là, on commence à attaquer le passage du Cap Finistère. On se dit, c'est bon, on a retouché du vent, on est parti. Là, maintenant, c'est bon, on va enfin pouvoir descendre vers le sud et faire cap
cap vers les Canaries. Juste pour l'anecdote, on voit que les 4 protos, donc les premiers bateaux, c'est les protos, c'est des bateaux qui sont en carbone où ils ont le droit de faire à peu près tout ce qu'ils veulent dans le bateau. Donc le bateau il fait 3 mètres par 6 mètres 50. En gros 3 mètres par 6 mètres 50, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Eux, ils ont réussi à avoir cette situation-là. Ils ont réussi à partir de devant. Et une fois qu'ils étaient dans du vent fort, après on les a plus, j'aurais jamais revus. Et même si on avait fini, ils nous auraient mis 3 ou 4 jours d'avance, enfin 3 jours d'avance, parce que nous on est resté dans cette zone sans vent derrière. Heureusement qu'il n'y avait aucun série, donc bateau de ma catégorie, qui a réussi à partir avec eux. Parce que sinon ça aurait pu faire très mal. Mais globalement, nous, en série, on était à peu près, vu qu'il y avait des zones sans vent, on était à peu près tous regroupés. Donc ça a fait un second départ à cet endroit-là. Là, c'était assez cool parce que il faisait beau, il n'y avait pas trop de vent, mais un peu quand même pour avancer. Et il y avait plein de dauphins. Genre, il y avait, sur toute la traversée, là, au début, tout le golfe de Gascogne et le long du Portugal, j'avais, je pense, une quinzaine ou une vingtaine de dauphins par jour qui venaient à côté du bateau pendant plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures. C'était incroyable. J'en avais vraiment tout le temps. La nuit, le jour, des fois ça faisait même peur parce que tu sentais respirer derrière toi. Et quand il n'y avait pas beaucoup de vent, que tu étais un peu concentré pour essayer de faire avancer ton bateau, quand tu avais un dauphin qui respire, enfin qui est à la surface derrière toi, ça peut un côté un peu stressant et des fois un peu énervant même. Mais en tout cas, on en a vu plein à ce moment-là qui naviguaient avec nous, quoi. Et c'est cette nuit-là aussi que je me suis rendu compte que j'avais pendant le front une drisse qui était cassée. Une drisse, c'est ce qui tient les voiles en l'air et qui tenait juste avec un tout petit bout de fil. Et je m'en suis rendu compte, heureusement, à temps, parce que sinon, si elle avait cassé, j'aurais dû monter au mât pour repasser une drisse. Ça aurait été un peu la galère. Et là, je m'en suis rendu compte juste à temps et j'ai réussi à la changer. Mais c'était un peu chaud et je pense qu'en fait, elle s'était tellement abîmée pendant le front, pendant la tempête, enfin pendant le vent fort, qu'au final, elle était prête à casser. Et j'ai réussi juste à la changer à temps avant qu'elle casse. Mais c'était assez chaud. Et donc, cette nuit-là, on continue. On avait passé toute la journée sous le soleil. Les prévisions nous annonçaient du vent de nord 15 nœuds. On se disait super, là c'est parti, 15 nœuds de nord en avant. On avait un peu d'avance sur le groupe de derrière puisqu'on ne savait pas, on ne voyait pas à l'AIS qu'il y avait ce groupe-là à terre. Donc on se disait moi je pensais que j'étais 4e à ce moment-là. En fait, j'étais 9e. Et en fait, à cette nuit-là, les prévisions nous disent nord-ouest 15 nœuds, donc super, on se dit allez banco. Et en arrivant dans cette zone-là, on se rend compte que finalement, on n'a pas du tout du nord-ouest 15 nœuds, on a du sud 3 nœuds. Donc complètement l'inverse de ce qu'ils nous annonçaient. Et puis on se dit, c'est pas grave, on va quand même finir à un moment par avoir ce qu'ils ont annoncé. Et toute la nuit, on s'est retrouvés là avec tous les bateaux auprès, donc à tirer des bords, dans très peu de vent. Et pas du tout orienté comme on l'attendait. Donc c'était du sud qu'on avait, là, on tirait des bords auprès, alors qu'on devait normalement partir sous spi à fond à ce moment-là. Bon. Ce qui était hyper chouette, c'est que du coup, on le voit sur la carto. On était, je pense, une quinzaine de bateaux, là, tous ces bateaux-là, à naviguer à vue. Donc là, globalement, pour vous donner un ordre de grandeur, moi, de mon petit bateau ici, je voyais tout le monde, quasiment. Je voyais tous ces bateaux-là. Donc, en gros, on était 15 à se tirer la bourre tous ensemble. Ça faisait déjà, du coup, on était le 1er octobre. Donc, ça faisait déjà 4 jours qu'on était partis, ce qui est quand même beaucoup. Et puis, on se retrouvait tous dans un mouchoir de poche à se tirer la bourre comme si le départ venait d'être donné, là, au Cap Finistère. Donc, ça, c'était hyper chouette parce que c'était hyper stimulant. Ça avait un côté un peu fatigant parce que, du coup, on dort pas beaucoup dans ces conditions-là. On essaye de battre tous les autres. Du coup, on dort pas énormément. Mais c'est quand même hyper cool parce que ça stimule et puis ça permet de se batailler comme les copains. Juste, il y a un truc à ce moment-là qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a des gens, notamment Julie, qui est le petit bateau qui va rentrer dans la zone rouge. Voilà, le mauve, là, le bleu. Julie, en fait, à ce moment-là, c'était une zone où il n'y avait pas beaucoup de vent. Du coup, elle était allée à l'avant de son bateau, puisque quand il n'y a pas de vent, on essaie d'aller le plus à l'avant possible. Et en fait, elle s'est endormie à 100 mètres de réveil. Et elle s'est endormie pendant 4 heures. Et du coup, on a essayé de l'appeler plein de fois à la VHF, à la petite radio qu'on a à bord, pour lui dire qu'elle était en train de rentrer dans la zone interdite. Sauf qu'elle ne répondait pas. Et il y avait, au Cap Finistère, il y a un cross qui, en gros, contrôle cette zone-là, puisque c'est une zone interdite à tous les bateaux à voile, enfin, tous les bateaux de plaisance. Il n'y a que les cargos qui ont le droit de rentrer là-dedans. Et du coup, le cross essayait de contacter Julie pour lui dire de sortir de cette zone-là. Parce que vu qu'elle dormait, elle ne répondait pas. Et au final, c'est que 4 heures plus tard qu'elle s'est réveillée, alors qu'elle était en plein milieu de cette zone-là. Et il y a un bateau qui est venu, alors je ne sais pas d'où, mais en tout cas, un bateau qui contrôle cette zone-là,
qui est venu la réveiller, qui est venu la sortir de cette zone-là, en fait. Et cette faute-là, elle lui a fait perdre 10% de son temps de course. On l'a appris hier. Ça veut dire qu'elle a perdu, en gros, elle a pris une pénalité de 27 heures, je crois, pour être rentrée dans cette zone-là. Donc, c'est en gros, globalement, il y avait une zone où il ne fallait pas rentrer dans la première étape. Et malheureusement, elle s'est endormie juste au mauvais moment. Et du coup, elle a pris 27 heures de pénalité, ce qui est énorme pour une course de 10 jours, quoi. Sachant qu'en gros, à la fin, elle a fini 4e, mais elle se retrouve, après cette pénalité, à 50e sur 60. Donc, c'est quand même une erreur qui lui a coûté très, 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 très cher. Et donc, voilà. Et nous, du coup, on savait qu'il y avait à avoir globalement une rotation droite ici, que le vent, il n'allait pas rester sud toute la ville, et à un moment où il allait vraiment passer nord-ouest, comme ils avaient annoncé. Donc, notre but, c'était de rester le plus proche possible de cette zone-là pour être le mieux placé par rapport aux autres. Du coup, toute la nuit, ce que je disais, on a fait des petits virements de bord pour longer le DST, le dispositif de séparation de trafic, et essayer de s'en sortir. Et donc, c'est au petit matin, ici, que la course a un peu basculé. Parce que, globalement, moi, j'étais assez content d'être là parce que je savais que le vent allait normalement devoir passer nord-ouest, ou en tout cas, il allait rentrer ouest. On était dans une zone hyper perturbée ici. Et globalement, j'étais hyper content de mon placement. J'étais devant Hugo, devant Basile, donc c'était hyper chouette. Et je me disais, là, banco, là, enfin, c'est bon, depuis le temps qu'on l'attend, on va enfin avoir le vent de nord-ouest, et puis on va partir vers les Canaries. Et puis à partir de ce moment-là, une fois qu'on est parti vers les Canaries, il n'y a plus grand-chose qui peut, globalement, plus on est devant, plus on aura du vent. Donc, voilà, je suis dans le top 10, c'est cool, il ne peut plus m'arriver grand-chose, c'est parti, quoi. Et à ce moment-là, on reçoit un message, on a une petite balise, un petit tracker. C'est ce qui nous permet de regarder la carte en ce moment. Et en fait, la direction de course sur ce petit tracker-là, ils peuvent nous envoyer des messages. Et là, on reçoit un message de la direction de course qui nous dit les prévisions sont fortement dégradées ces dernières 24 heures là. Et il y a un front qui est annoncé, donc un front, un nouvel passage avec beaucoup de vent, qui est annoncé pour le Cap Finistère demain. Donc, on était le vendredi, c'était prévu pour le samedi. Et donc, ils nous disent juste ça, on apprend juste qu'on a beaucoup de vent qui est prévu, que les prévisions sont fortement dégradées et qu'on attend jusqu'à 50 nœuds, donc quasiment 100 km/h de vent, ici à la pointe Finistère. Bon, très bien. Moi, je ne l'ai pas eu ce petit message-là au début parce que du coup, on n'est pas habitué à recevoir des messages, on ne sait pas trop comment ça marche. Et puis, en fait, il y a un petit bip et puis je vois ce message, j'entends à la VHF des gens qui disent « Ah, vous avez entendu le message et tout ». Bon. Et puis, vu que c'était sur cette zone-là, je me dis, 50 nœuds, nous, si c'est demain, on aura eu le temps de bien descendre avec le nord-ouest qui est annoncé. Et donc, ça ne nous touchera pas trop. Continuons notre route. Donc, on continue. Et après, quelques heures plus tard, il y a les bateaux accompagnateurs. Donc, il y a en fait, tout le long de la course, il y a des bateaux qui nous suivent. Il y a 7-8 bateaux qui sont avec nous, étalés un peu dans la flotte et qui nous suivent. C'est les plus gros bateaux que nous, qui sont censés aller un peu plus vite. Et donc, ces bateaux-là nous transmettent un message de direction de course qui dit, globalement, il y a plus de vent que prévu. Tous ceux qui seront dans la zone Finistère demain doivent s'arrêter dans un port. Donc, il y en avait déjà d'ailleurs qui avaient commencé à s'arrêter ici. Donc, tous ceux qui sont dans la zone doivent s'arrêter dans un port. Et tous ceux qui sont dans la zone Porto, elle doit commencer à partir de un peu plus sud par là. On vous conseille de vous arrêter dans un port. Donc bon, on continue notre route avec le groupe ici. Là, globalement, tous ces gens-là, on les entendait, on pouvait les avoir à la VHF, quoi, à la radio. On continue notre route. Et puis, il y a un des bateaux commentaires qui nous dit, là, on vient d'avoir Denis. Denis, c'est le directeur de course. Et il dit que globalement, ça passera jamais en mini, c'est beaucoup trop dangereux, les prévisions sont vraiment hyper fortes, donc il faut absolument que vous arrêtiez. Et ils nous disent globalement, en plus, c'est une côte qui est au vent, donc c'est beaucoup trop dangereux de continuer là-dedans. Il faut absolument que vous arrêtiez, quoi. Donc bon, nous, à la base, on était partis pour continuer parce qu'on pensait qu'on allait être assez sud, quoi, assez loin de la zone avec du vent. Et puis, du coup, en discutant avec pas mal, il y a des gens à la VHF qui commencent à dire, ça serait peut-être idiot si les bateaux capateurs nous disent qu'il y a trop de vent pour continuer, on va peut-être pas continuer, quoi. Et puis, ça serait bête qu'il y en a un de nous qui continue. Donc, si vous voulez, on se dit que tout le groupe de tête, là, les 15 premiers bateaux, on s'arrête, on repart tous ensemble, et puis comme ça, au moins, on a préservé nos bateaux.
Et ça change rien à la course, puisqu'au final, on était ensemble, on repart ensemble, et voilà, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc, on se dit, bah ouais, Banco, c'est pas bête. Plutôt que si tout le monde nous dit que ça passera pas, bah, plutôt que d'aller au casse-pipe et de casser tous nos bateaux, on s'arrête tous ensemble et on repartira. Et donc, c'est là qu'on se dit qu'on va s'arrêter à Bayona. Bayona, qui est ce petit village ici, qui en fait est le port de Vigo, globalement, Vigo en Espagne. Donc, un peu la douche froide, parce que moi, j'étais hyper content de mon placement ici. Et puis, du coup, on s'arrête tous. Je me dis, je vais peut-être perdre quelques places, mais bon, si on est 15 à s'arrêter, je suis sûr que je repartirai au moins dans les 15, ce sera pas trop grave. Donc, la journée d'ici, c'est en gros convoyage pour aller à Bayona. Convoyage qui se passe quand même avec un peu de mouvement, puisqu'il y a Gaël qui était là, qui à un moment appelle à la VHF et nous dit faites gaffe à la position X, Y. Je suis en train de me faire attaquer par des orques, n'approchez pas, quoi. Donc on se dit waouh, ok, on vient de s'arrêter, on vient d'apprendre qu'il y a une tempête qui arrive sur la zone, on va au port le plus proche, il y en a un qui est en train de se faire attaquer et bouffer par des orques, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et en fait, les orques essayaient de manger ses safrans. Il y en a un qui a d'ailleurs attaqué un autre bateau qui a complètement gobé une partie de son safran. Genre, il a coupé son safran et puis il a tout mangé ce qu'il y avait dedans. En fait, c'est hyper impressionnant. Il nous racontait, Gaël, que les orques, ils sont du coup bien plus lourds que les mini. Et ils jouent avec les bateaux, en fait. Quand les bateaux avancent, ils essayent de jouer avec les safrans, sauf qu'en les poussant, ils font limite le bateau de Gaël, il faisait des tours sur lui-même quand l'orque il le poussait, quoi. Donc hyper impressionnant. Il nous disait, et ça fait des gros dégâts dans le bateau, parce qu'en plus quand ils tapent sur la coque avec je sais pas quoi d'ailleurs, avec leur bouche ou quoi, et ben il est venu délaminer à des endroits le bateau, parce que le bateau il est assez fin, et quand t'as un orque qui tape dessus, globalement ça fait des dégâts, quoi. Donc on est arrivé au port de Bayona en essayant d'éviter les zones où il y avait les orques, puisqu'il y a Gaël qui s'est fait attaquer, après il y a Basile qui s'est fait attaquer aussi, il y a un autre bateau accompagnateur qui s'est fait attaquer. Et moi, on le voit d'ailleurs, Gaël, quand il s'arrête là, c'est parce qu'il se fait attaquer par un orque. Et donc on rejoint Bayona dans la nuit, pensant que vu qu'on avait fait un petit sondage à ce moment-là, on avait contacté les 15 premiers bateaux quand on s'est arrêté, pensant que tout le monde allait s'arrêter. Et en fait, on s'est rendu compte en étant en escale à ce moment-là, c'est qu'il y en avait 2 qui avaient continué. Melvin et Christiane, qui sont là et là, qui étaient à l'époque, au moment où on s'est arrêté de 17 et 21e, et eux qui, je pense, ont entendu nos échanges à la VHF, puisque en plus on les a traduits en anglais, mais qui ont quand même, malgré tout, continué leur route. Ils avaient en gros le droit, puisque la direction de course nous avait demandé de nous arrêter, mais sur un bateau, en fait, le seul maître à bord, c'est le skipper, et personne n'a le droit de nous forcer à nous arrêter. Donc, globalement, il n'y a rien qui les empêchait de faire ça, de continuer, à part, bien sûr, le fair play et l'esprit sportif, mais visiblement, ils l'avaient oublié à terre. Et donc, eux, ils ont continué, et nous, on s'est arrêtés. On a fait du coup, on s'est un peu reposé, et le lendemain, on a essayé de voir comment on pouvait repartir, pour que ce soit le plus équitable possible. Donc on a fait des votes à Malvé, c'était hyper chouette. On se dit, attendez, comment on fait pour repartir? On va pas repartir tous ensemble, puisqu'il y avait quand même des écarts avant de s'arrêter. Donc on a essayé de mettre en place une sorte de départ différé, où il y avait le premier qui était Gaël à l'époque, au moment où on s'arrête, qui partait à un tenté, et les autres qui partaient en différé en fonction de leur classement. Globalement, on se disait... moi, j'étais au classement 7 ou 8e à ce moment-là, et je devais partir une demi-heure après lui. Bon, une demi-heure, c'était pas grand-chose. Et puis, globalement, c'était qu'on partait comme ça, et on avait contacté le port tous les gens qui s'étaient arrêtés à ce port-là, en leur disant, nous, on partira à 6 heures. Et ils nous avaient dit, nous aussi, globalement, on partira à cette heure-là demain matin. Donc, on était plutôt sereins. On se disait, allez, il y en a 2 qui sont partis, mais c'est pas grave, on va essayer de les rattraper, et puis on partira le lendemain. Donc voilà, et après, ça c'était tout ce qu'on a attendu ici toute la journée. On voit que le vent, tout ce qui est rouge, là, c'est quand même des endroits où il y a beaucoup de vent. Donc nous, on a attendu que ce coup de vent passe, et on est reparti le lendemain. On va avancer un peu. Pendant ce temps, Melvin continuait. Il y a quand même Christian qui s'est arrêté. Donc là, c'était quand même bien rouge. Déjà sur la carte, il y a 30 nœuds, c'est qu'en vrai, il y a bien 50 nœuds. Il y en a un autre qui a continué, c'est Pierce, ce bateau-là, qui était un proto aussi. Et il y en a un dernier qui avait... À la base, c'était 4 bateaux. Alors, il y en avait un là. Ils étaient 3 vraiment à être sur l'eau pendant le front. Il y avait Melvin,
Pierce et un autre bateau ici, George Kick, qui lui a eu un peu moins de chance que les autres, puisqu'il a voulu rallier la Corogne, qui était là. Sauf qu'il est arrivé trop tard, il y avait trop de vent à ce moment-là, donc il est parti ce qu'on appelle en fuite, ça veut dire plutôt qu'aller contre le vent quand il y a du vent, il est parti avec le vent pour essayer de rallier un port sur la côte nord espagnole. Sauf qu'en arrivant il a essayé de rallier ce port-là, sauf qu'en arrivant dans ce port-là, il s'est fait embarquer dans des vagues, il y avait des grosses vagues à l'entrée du port qui déferlaient, et il s'est fait rouler sur les cailloux, et du coup son bateau a fini, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont vu la photo, son bateau a fini sur les cailloux, et lui, heureusement, il a réussi à sortir sain et sauf, et son bateau en ce moment est en train d'être réparé. Mais globalement, ça montre un peu ça justifie un peu l'arrêt, parce qu'on se dit, il y avait 3 bateaux sur l'eau, il y en a un qui finit sur les cailloux, donc s'il y en avait eu 90, ça aurait pu être un bon carnage, quoi. Donc c'est ce qui fait que malgré tout, moi, même malgré tout ce qui s'est passé après, je ne regrette pas de m'être arrêté, parce qu'au moins on a évité un bon carnage, et je pense que s'il y avait 20 ou 30 électruages dans cette zone-là, déjà ça aurait été une sale édition, mais en plus je pense qu'on signait la fin de la classe mini, puisque nos bateaux, ils n'ont pas le droit de traverser l'Atlantique normalement, on part sous dérogation. Et donc globalement, à chaque fois qu'une édition se passe bien, on a un peu notre ticket pour pouvoir faire l'édition d'après. Mais il suffit qu'il y ait une édition qui se passe mal pour que la Métrodate soit finie. Donc heureusement, en s'arrêtant, on a échappé au pire. Et puis au final, qu'un bateau qui s'est échoué sur les cailloux, mais sans gravité. Donc c'est quand même une situation qui s'est bien passée. Et donc on arrive au lendemain où on repart à 6h du matin pour notre part. Et à ce moment-là, on ne sait pas encore qu'il y a des bateaux ici qui sont partis plus tôt que prévu. D'ailleurs, ils sont partis sans prévenir les autres. Il y en a un petit groupe de 10 bateaux qui sont partis à 4 heures sans prévenir tout le reste, qui ne savaient pas, qui étaient toujours en mode, qui pensaient que tout le monde partait à 7 heures du matin. Donc déjà, ça, c'était hyper chouette. Et on voit qu'il y a Fédé ici, qui, lui, Fédé, c'est un uruguayen qui naviguait avec nous, et il a décidé de venir nous rejoindre, puisqu'il s'est dit, moi, je naviguais avec eux, quand on s'est arrêté, puisque je crois que Fédé était 4e ou 3e. Donc, il n'y a pas de raison que j'aille pas avec eux aussi pour repartir. Et même s'il avait des super conditions, il aurait pu en gros nous doubler, et bien, il a décidé de se dérouter pour revenir avec nous et repartir avec nous. Donc, hyper chouette, son geste était hyper fair play. Et du coup, on repart de Bayona, sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. On s'attendait à voir ce qu'ils annonçaient là, 17 nœuds, 18 nœuds, de nord-ouest à fond, encore une fois, route Canaries à fond la caisse, c'est parti, sauf que c'est pas du tout ce qui s'est prépassé. Quand on est parti, moi j'étais à 3 nœuds par exemple, il n'y avait pas du tout de vent. En fait, la côte ici, elle est tellement haute, le long de l'Espagne, que toute cette zone-là, elle est hyper déventée et que c'est hyper dur d'en sortir. Alors il y a Julie qui a réussi à partir. En fait, on arrive le matin, on arrive au port, c'est hyper calme. Il n'y avait pas de vent du tout. Et du coup, on sort du port à la rame, alors qu'on s'attendait à partir vraiment. Du coup, vu qu'on passait après un front, normalement, c'est des moments où il y a beaucoup de vent, où il y a beaucoup de houle. Et là, c'était hyper calme. Il y avait certes de la houle, mais il n'y avait pas du tout de vent. Il y avait 3 nœuds de vent, quoi. Donc, on commence à partir en ramant. Et puis, on se rend compte qu'on n'arrivera jamais à temps pour se dire. À la base, on se disait qu'on partait vers 8 heures d'une balise. C'était notre ligne de départ fictive. Et on se rend compte qu'on n'y arriverait jamais. Et du coup, Julie, qui était un tout petit peu devant tout le monde, elle dit, tiens, moi je suis à la balise, mais j'ai l'impression que, est-ce que ça vous dit qu'on parte comme ça maintenant, parce que sinon on va passer la journée là, il n'y a pas beaucoup de vent, donc il faut peut-être qu'on oublie un peu notre redépart et qu'on parte le plus tôt possible, quoi. Donc Julie, elle arrive à partir juste devant moi, je pense qu'elle était, disons, 100 mètres devant moi. Elle envoie un spi et elle part à 10 nœuds, et c'est pour ça qu'elle nous colle en très peu de temps, je pense, quand on voit sa vitesse par rapport à la nôtre. En quelques heures, en 5-6 heures, elle nous met 30 000, je pense, à peu près. Enfin, en gros, elle nous met une distance énorme. Et moi qui étais 100 mètres derrière, je revois mon spi aussi. Pareil, je me dis, cool, c'est parti, quoi. Et sauf que je suis resté tranquille là pendant 6 heures parce que la petite risée qu'elle avait réussi à prendre pour partir, le temps que le soleil se lève, ça a hyper perturbé la zone ici. On est resté, nous, tankés dans la pétole sans avancer pendant 7 heures. Donc un peu dur pour les nerfs. Déjà, on se disait qu'il y en avait 2 qui avaient continué. Maintenant, il y a Julie qui est encore devant. Donc on se dit ça commence à faire beaucoup. Ce qu'on ne savait pas encore, c'est que tout ce groupe-là allait nous doubler. Et donc, on continue notre route. Il y a Fédé qui nous rejoint. On continue notre route. Et sauf que ce positionnement-là, en fait, la zone perturbée, elle n'était pas seulement à Bayona ici, mais on l'a payé en gros, moi je l'ai payé pendant 3 jours à peu près, ce positionnement-là, parce que pendant toute la descente là,
le fait d'être proche de la côte, ça a fait qu'on a eu un vent hyper perturbé, qu'encore une fois, la météo nous annonçait 15 nœuds de nord. Et au final, on avait des fois 3 nœuds de sud, des fois on avait 15 nœuds de nord, mais c'était hyper aléatoire. Ça fait que sur la carto, je pense que ça va se voir plutôt bien. Des fois, on avance, là ça allait. Et des fois, on va le voir, on va s'arrêter complètement et tous les autres bateaux vont nous passer devant. Et il y a Julie qui continue son bonhomme de chemin, Melvin et Christiane aussi. Mais nous, on a payé notre positionnement ouest pendant 3 jours après, quoi. Et du coup, ça a fait des gros écarts à l'arrivée parce que tout s'est joué à ce moment-là. Et il y a un petit truc que j'ai oublié de dire, c'est qu'à ce moment-là, quand on part de Bayona, j'envoie, du coup, à la base, je voulais envoyer un SPI. Il n'y a pas assez de vent, donc je change de voile. Et en changeant de voile, je me rends compte qu'il y a un truc qui n'était pas très net. Et en regardant mon mât, je me rends compte qu'il est complètement tordu. Il était complètement flambé. Donc toute la partie la partie haute du mât était complètement tordue. Et donc, petit coup de stress, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre à Bayona? Mais là, rentrer à Bayona, ça veut dire que la course est finie parce que globalement, le temps que je m'arrête, qu'il y a un nouveau mât qui arrive et tout, les autres ils sont déjà arrivés, la mini-transat est finie, quoi. Donc je me dis, tant pis, je vais continuer jusqu'aux Canaries, j'ai toujours un mât, je peux toujours envoyer des voiles, ça change pas grand-chose. Peut-être qu'il y a un risque qui casse, mais j'avais toujours entendu notre coach nous dire, globalement, sur nos bateaux, la limite c'est le bonhomme et le bateau il casse très rarement, c'est des bateaux hyper solides. Donc, je me dis, bon, s'il a dit ça, pareil, les mâts, ça va être des trucs qui sont surdimensionnés, il n'y a pas de raison que ça casse, et puis si ça casse, ça sera comme ça, mais j'ai pas envie d'arrêter la course dès maintenant. Et donc, je continue. Je prends la décision de continuer avec mon mât complètement tordu. Et au final, j'ai fait toute la première étape, deuxième partie de la première étape, sans problème. J'ai pas du tout levé le pied pour préserver mon mât, j'ai navigué comme si j'avais un mât normal, et ça l'a bien fait. Donc, mais sur le coup, du coup, on support de Bayona, ça faisait beaucoup de choses, quoi. Ça faisait là, les orques, on repart, il n'y avait pas de vent, j'ai mon mât qui est tordu et je suis en train de me faire doubler par tout le monde. Donc bon, c'était pas la folie, mais ça, j'avais gardé plutôt le moral et c'était pas non plus la fin du monde. Je me disais qu'il y avait encore pas mal de distance à faire et que j'avais encore le temps de me refaire. Donc on repart, là c'est cette nuit-là où on a une zone hyper perturbée. On la voit un peu sur la carte d'ailleurs ici, en fait on a une zone sans vent et il y avait des gros grains, ce qu'on appelle les grains, c'est des gros nuages qui passaient toute la nuit où parfois on avançait à 15 nœuds, à quasiment 30 km/h et parfois on avançait à 0 nœuds pendant plusieurs heures parce que c'était des nuages qui passaient, le vent était hyper perturbé dans cette zone-là et ces nuages-là ils étaient beaucoup moins présents pour les gens qui étaient plus à l'ouest de nous et du coup là on voit que nous par exemple on est complètement arrêtés et tous ces gens-là ils sont en train de nous passer parce qu'ils vont beaucoup plus vite que nous. Et c'était un peu aléatoire, on en rigolait on en rigolait un peu jaune avec Gaël, justement, qui était premier avant qu'on s'arrête. Et puis, en pleine nuit, il m'appelle et il me dit là, t'as pas l'impression qu'on est un peu en train de jouer à Mario Kart, qu'on s'est pris une banane, quoi? Et puis, je regarde mon AIS, et puis en fait, on était 2 à 0 nœuds. Et puis, il y avait des bateaux à 2 km de nous, dans un sens qui était à 15 nœuds, 2 km de nous, dans l'autre sens qui était à 15 nœuds. Et nous, on était au milieu à 0 nœuds. Et donc, ça monte un peu le côté hyper aléatoire du truc. Et c'était vraiment l'impression qu'on s'était pris une banane à Mario Kart, quoi. On était tanké, on n'avançait plus, alors que tout le monde était à fond la caisse de tous les côtés. Donc, c'était un peu, encore une fois, frustrant et dur pour les nerfs. Mais on le voit quand on a des bateaux. Quand le bateau il est en travers de la route comme ça, c'est globalement qu'il n'y a pas beaucoup de vent et qu'on essaie de sortir de cette zone-là. Donc, tout le monde allait dans la bonne direction, sauf Gaël qui est là, à 1 nœud 8, moi à 1 nœud 8. Et si on regarde les autres bateaux, là c'était 4 nœuds, ils allaient pas forcément beaucoup plus vite, mais déjà ils allaient avancer quand même 4 fois plus vite que nous. Et ceux-là, ils étaient à 2 nœuds, 6 nœuds, 10 nœuds, genre. Donc globalement, ils avançaient entre 4 et 10 fois plus vite que nous, quoi. Donc c'est un côté un peu, à ce moment-là, un peu dur. Mais bon, encore une fois, on se dit, il y a pas mal de routes à faire encore. J'étais 14e à ce moment-là, c'était pas non plus si catastrophique que ça. Et sauf que ça a duré pendant 3 jours, quoi. Donc c'est ce qui fait qu'à la fin, je perds beaucoup de temps parce que tous ces bateaux-là me dépassent. Hugo, qui est là, il arrive à partir, à s'extraire de cette zone-là, et il arrive à garder une bonne vitesse. Julie, elle était déjà partie et elle reste devant. Et donc ça fait que tout le long de la côte portugaise, on a subi un peu notre positionnement, notre arrêt à Bayona, et qu'on a perdu beaucoup de place. Après, du coup, tout le long de la zone portugaise, il y avait des moments où là, c'était assez cool. Ce moment-là, c'était quand même un moment où il y avait un peu de vent. J'étais à 6 nœuds 7, donc c'était pas mal. Et il faisait beau, malgré tout, malgré le fait que pour le classement, c'était un peu dur.
les conditions à bord étaient quand même chouettes. Il faisait beau, il n'y avait pas trop de vagues, c'était quand même hyper chouette. Et je profitais bien du truc. J'ai quand même adoré cette première étape malgré tout. Et j'ai passé du très bon temps en mer, donc ça, c'était hyper cool. Jamais je me suis dit qu'est-ce que je fais là, ou j'ai envie de rentrer, ou j'ai hâte d'arriver. C'était trop bien, genre tout le long, malgré que globalement, on n'a pas été gâté par les conditions, mais c'était quand même trop chouette. Et à ce moment-là, en plus, en fait, j'avais déjà perdu mon premier MP3 dans le front. Je l'avais mis dans une poche, et puis il avait pris l'eau. Et j'ai perdu à ce moment-là mon deuxième MP3 qui, je pense aussi, pendant le premier front, avait pris un peu d'humidité. Et du coup, à ce moment-là, il marchait plus. Donc, dès ce moment-là, j'avais plus de musique. Et j'avais pas pris de livre ni rien. Bon, après, j'aurais pas eu le temps de lire, mais la musique, c'est quand même pas mal pour avoir une petite voix de temps en temps. Et dès ce moment-là, j'en avais plus. Donc voilà, après on a continué le long du Portugal, c'était perturbé jusqu'en gros, on a subi ces grains, ces zones de vent, pas de vent pendant plusieurs jours. Là on voit que je suis encore arrêté alors qu'il y a quelques bateaux qui continuent, et c'est qu'à partir de ce moment-là, il me semble, voici, à partir de ce moment-là, de la première de la nuit, la dernière, le 6 octobre, donc c'était quasiment 10 jours après être parti, qu'on a retouché du vent. Donc ça, c'était assez cool. Je commençais à être un peu fatigué par toute la descente du Portugal parce que, mine de rien, des conditions avec beaucoup de grains et un vent hyper irrégulier, c'est hyper fatigant parce qu'on ne peut pas dormir. Il faut rester toujours attentif à la moindre risée pour repartir. Et puis, dès qu'on repart, soit le vent est assez hyper fort, donc on ne peut pas dormir, soit le vent peut s'arrêter d'un moment à l'autre. Donc, il faut toujours être à l'affût des variations du vent. Et du coup, on ne dort pas beaucoup. Et pour illustrer ça, à un moment, j'ai même voulu affaler mon spi parce qu'il n'y avait plus de vent du tout. Et du coup, un spi qui est tout mou, ça ralentit plutôt que ça nous fait avancer. Et donc, je veux pour l'affaler, donc ça veut dire faire tomber le spi, je dois choquer la drisse, donc je dois lâcher ce qui tient le spi en l'air. Et puis, sur mon bateau, j'ai deux éléments, j'ai un winch et un taquet. Donc, je choque le taquet, je vais tirer sur la voile et elle ne descend pas, le spi ne descend pas, je n'arrive pas à affaler le spi. Et donc, je reste tiré pendant 2-3 minutes, j'essaye plein de trucs, il n'y avait pas de vent, donc je ne pouvais pas utiliser la force du vent pour le faire descendre. Jusqu'au moment où je me dis, il doit être bloqué en haut, il n'y a plus qu'une solution, c'est de monter en haut du mât et de couper la drisse et de faire descendre le spi, quoi. Donc, je commence à faire le tour du pont, à rentrer dans le bateau, et puis quand je rentre dans le bateau, je mets ma main sur le winch, et je vois qu'en fait, la drisse, j'avais passé peut-être 10 minutes à tirer dessus, mais j'avais choqué le taquet, mais pas enlevé les tours de winch. Du coup, ma drisse a été bloquée. Donc, c'est normal que le spi ne tombe pas puisque j'avais deux sécurités et que j'en avais enlevé qu'une. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais sans doute un peu fatigué parce que j'étais prêt à monter dans le mât alors que j'avais juste oublié d'enlever une sécurité. Donc, c'était quand même une situation qui illustrait bien la fatigue que j'avais accumulée pendant le long du Portugal. Et après, c'était assez cool parce que c'était, on le voit, et là, par contre, il y avait vraiment à peu près ce qu'ils avaient annoncé. Donc, c'était des conditions d'alizé, donc où il faisait beau, où il n'y avait pas beaucoup de houle. Il commençait à faire plus chaud, donc c'était quand même hyper chouette. Malgré tout ce qui s'était passé avant, encore une fois, j'ai bien profité de ce moment-là, c'était trop cool. Tout allait bien, j'arrivais à bien manger, bien dormir. C'est les conditions que normalement on aura sur la seconde étape, donc c'est plutôt de bon augure. Il y a juste un point que je regrette un peu, c'est d'être un peu trop resté avec un groupe de bateaux et de ne pas avoir assez fait ma course. En gros, à ce moment-là, j'étais plus en train de me positionner par rapport à ce groupe-là plutôt que faire ma course. Je savais qu'on attendait une bascule, que je voulais aller de ce côté-là du plan d'eau. Et j'essayais trop de faire ma course par rapport à eux et pas assez de faire mon truc dans mon coin. Et je pense que ça aurait mieux marché si j'avais fait mon truc dans mon coin. Parce que là, à ce moment-là, j'étais avec Quentin, mon coloc, avec Fédé, l'Uruguayen, avec pas mal de monde. Et je pense que j'ai perdu pas mal de place, mais bon, après, le mal était déjà fait parce que j'étais déjà à ce moment-là 20e, j'aurais pu continuer à remonter. Mais j'ai perdu pas mal de place en restant trop avec eux et en faisant pas assez ma course, donc c'est une leçon que je tire pour la suite, pour la deuxième étape, de faire vraiment mon truc et de pas trop regarder les autres. Et donc, ces jours-là, c'était quand même des belles journées parce qu'il faisait beau, on était sous spi, c'était assez chouette, il n'y avait pas beaucoup de vent pour le bateau, pas assez de vent pour le bateau, mais en tout cas, c'était quand même agréable de naviguer là-dedans. Et on est passé juste à côté de Madère. On a vu d'ailleurs, j'ai vu cette île-là et un peu Madère, c'était trop beau à ce moment-là, il y avait un coucher de soleil magnifique sur l'île et donc c'était assez dingue, on pouvait un peu voir les lumières de la côte et tout, c'était trop beau, j'ai jamais été à Madère mais ça avait l'air magnifique. Donc c'était hyper chouette moment.
Et puis en plus, vu qu'il y avait, mine de rien, l'avantage d'avoir pas mal de bateaux autour, c'est que ça stimule un peu aussi. Et du coup, là, cette nuit-là, on avait fait des batailles d'empannage, on a fait plein de manœuvres avec tous les bateaux qui étaient autour. Donc c'était quand même des moments assez chouettes. Et à ce moment-là, vu que j'avais plus de MP3, j'en ai aussi profité pour écouter la radio Amadeus, notre petite radio qui permet d'écouter les classements et la météo. Elle nous sert aussi, c'est une radio classique, donc ça nous sert aussi à écouter la radio normale, quoi, comme RTL2. Et du coup, j'écoutais la radio en portugais à ce moment-là, c'était trop bien. J'avais enfin de la musique, parce que j'en avais pas eu depuis du coup le Portugal. Donc c'était assez cool. Et puis après, la fin, ça allait assez vite, puisqu'on avait juste, on avait pas mal de vent, on avait juste cette porte-là à passer. Toute cette journée-là, il faisait beau, c'était assez cool. On avait pas mal de vent. À ce moment-là, je recroise des bateaux qui arrivaient d'ici que je pensais avoir bien dépassés. En fait, je me rends compte qu'ils sont bien revenus. Donc là, encore une nouvelle déception de se dire qu'il y a des nouveaux bateaux qui m'ont rattrapé. Parce qu'au final, j'aurais dû plus aller dans cette zone-là qui était plus ventée. Bon, je le sais maintenant, mais sur le moment, je ne le savais pas, avec le peu d'informations que j'avais. Mais quand même, hyper cool. On est descendu le long de la route, on est passé la porte, et puis je suis arrivé du coup le lendemain, au bout, après 12 jours de course, à La Palma, donc aux Canaries. J'ai pas vu c'était quand même hyper chouette à ce moment-là parce que c'est un sentiment assez unique de se dire qu'on a réussi à partir de Sable d'Olonne avec un bateau de 6,50 m à voile et d'arriver ici aux Canaries. À ce moment-là, j'étais quand même hyper content, malgré la déception sportive, de me dire que j'avais réussi à faire tout ça à la voile. Et en plus, en étant plutôt à l'aise à bord du bateau et sans jamais avoir regretté. Donc, trop bien. Trop content d'y arriver. Et du coup, je suis arrivé à La Palma le samedi midi, sans trop de retard sur les autres bateaux. Donc, j'étais 22e et sans trop de retard sur les autres bateaux, donc c'est plutôt chouette. Ça m'a permis là, ça fait maintenant du coup 2 semaines qu'on y est. Encore un truc de fou, puisqu'il y avait en ce moment, il y a le volcan qui est en éruption, il y a des cendres partout. On a été le voir, c'est hyper impressionnant et c'est hyper cool. Mais c'est surtout hyper impressionnant la force du volcan, la force de la lave, c'est quelque chose qui est incroyable. On a des tremblements de terre dans la maison tous les jours et on a de la fumée du coup un peu partout. On avait nos bateaux qui étaient tout noirs, c'était avant-hier ou avant-avant-hier, noirs de cendres. Donc encore quelque chose de plus, cette mini transat un peu folle où du coup on arrive sur une île, la seule île où il y a un volcan en éruption de toute l'archipel des Canaries, voire même de pas mal d'îles, donc c'était assez dingue. Et voilà, maintenant c'est du coup place au repos. Il y a une nouvelle information qui est tombée hier, c'est qu'on a appris que pour s'être arrêté, puisque en fait nous on avait porté réclamation avec une vingtaine de bateaux, puisqu'on estimait que ce qui s'était passé n'était pas juste et qu'en gros on nous avait un peu forcé à nous arrêter, puisqu'il y a des bateaux communicateurs qui nous ont clairement dit n'y allez pas, vous seriez complètement fous. Et qu'ils l'ont dit en français, donc il y a par exemple Christian et Melvin ne l'ont pas entendu, donc nous on estimait que la situation n'était pas juste et ils ont décidé du coup de nous compenser tous ceux qui se sont arrêtés de 24 heures. Donc ce qui fait que maintenant je suis plus qu'à 21h du premier Melvin et à 19h du deuxième Hugo, et c'est des temps qui sont tout à fait rattrapables sur la deuxième étape, parce que la deuxième étape elle va durer plus longtemps que celle-là. Normalement elle devrait durer 14-15 jours. Et les écarts sont souvent de l'ordre de plusieurs heures, voire de plusieurs dizaines d'heures. Donc au final, je suis toujours dans le bon paquet. Il y a rien de. En tout cas, tout ce qui s'est passé à la première étape n'est pas rédhibitoire, et il peut encore se passer beaucoup de choses sur la deuxième. Donc voilà un peu le résumé de cette première étape un peu folle. On était parti pour 7 jours, on en a mis 12, on est arrivé sur une île avec un volcan, on s'est arrêté en Espagne alors que c'était pas du tout prévu au programme, que les modèles météo l'annonçaient pas du tout. Donc une mini transat un peu folle, mais c'est ce qui fait que c'est aussi cool à raconter et que ça fait plein de souvenirs. Et donc voilà, en tout cas si vous avez des questions sur la première étape, n'hésitez pas, je peux y répondre avec plaisir. Pas de questions. Bravo, mec. J'avais pas vu les questions. Greg, pourquoi la zone est interdite ?
Je pense que j'ai répondu, c'est parce que là, il y a des cargos, en fait, c'est des zones, des dispositifs de séparation de trafic, c'est des zones où il y a beaucoup de cargos qui passent, et pour pas qu'ils se rentrent dedans, ils font un peu comme des routes. Il y a une route pour monter, une route pour descendre, et donc les cargos, ils essayent de passer dedans, comme ça, il y a une route pour l'aller, une route pour le retour. Et donc, pour pas perturber ça, les bateaux de croisière, les petits bateaux comme nous, n'ont pas le droit d'aller dans cette zone-là. C'est pour ça qu'elle est interdite. C'était pas pour la course, c'est vraiment une zone où même n'importe quel bateau n'a pas le droit de passer. Et qu'en est-il du mât? Bonne question. Du coup, j'en ai profité aussi ici pour changer le mât. En fait, à la base, je me disais, j'ai fait l'étape 1 avec, comme ça a l'air de tenir. Pourquoi pas continuer sur l'étape 2 avec le même mât. Et puis, en ayant pris conseil à droite à gauche, m'a quand même fortement conseillé de le changer parce qu'il était quand même bien affaibli et que ça devenait un peu dangereux de continuer comme ça. Pas forcément dangereux dans le sens j'allais couler, quoi, mais je prenais le risque de démater et de perdre mon mât dès le premier ou le deuxième jour de course. Et donc, ça aurait pu être un peu long après de traverser tout l'Atlantique avec un petit mât et du coup des petites voiles, et donc pas très rapidement. Donc, j'ai essayé d'étudier la situation pour faire ramener un mât ici. Ce qui est assez cool, c'est qu'il y a Jean-Marie, un concurrent, qui avait un mât chez lui. Donc, il a proposé de me le prêter. Mais ça, c'était pas le plus dur d'en trouver un. Le plus dur, c'est de le faire venir aux Canaries parce que c'est une zone qui est assez chiante niveau douane, niveau transport et tout. Et donc c'est le faire venir en transporteur, c'était hyper compliqué, en cargo pareil. Et en plus, j'avais que 2 semaines devant moi. Et donc, ce qu'on a trouvé comme solution, c'est quelque chose d'hyper chouette. Il y a Léo qui a amené une remorque qui a été prêtée par le fabricant de mât AG+, de La Rochelle à Lorient, enfin de La Rochelle à Vannes. Il y a Pierre, son papa, qui a amené la remorque de Vannes à Lorient. Ensuite, il y a mon papa qui a été chercher la remorque et le mât à Lorient, qui l'a préparé à la maison chez moi dans le Finistère. Et ensuite, c'est mes parents qui ont pris la route de Combry, donc de chez moi jusqu'à Cadiz. Donc Cadiz au sud de l'Espagne. Ils ont mis 4 jours à faire aller-retour. Donc un sacré périple. Et ensuite, là, le mât, il a été mis dans le cargo mardi. Et il arrive normalement cette nuit aux Canaries, si tout se passe bien, parce qu'avec la douane et tout, on n'est jamais sûr de rien ici. Mais normalement, il arrive cette nuit et je peux le changer demain. Je vais pouvoir le remater demain et retourner naviguer à partir de ce week-end. Donc, hyper cool. Une grande chaîne d'aide qui a permis de ramener un mât de France à ici. Et normalement, je partirai sur l'étape 2 avec un mât droit, ce qui est quand même plutôt cool pour traverser l'Atlantique en toute sécurité. Donc voilà ce qui s'est passé avec ce mât, trop bien en tout cas. Merci encore Léo, Pierre et à mes parents pour l'avoir ramené. Ça me permet de partir avec un mât à 100%, donc c'est trop cool. Ce sera un stress de moins sur l'Atlantique. Alors, pour communiquer, tu as une radio avec qui tu peux parler avec les participants, c'est à combien de portée? Pour communiquer, c'est à peu près comme mon radar. Je peux parler avec des gens à une quinzaine de kilomètres autour de moi. 15 km. Au final, je pense que pendant la course, là, sur la carto, j'ai toujours eu quelqu'un à portée de VHF. Donc, ça vous donne un peu un ordre de grandeur. Après, j'étais au milieu d'un beau paquet de bateaux. Mais j'ai toujours eu quelqu'un avec qui je pouvais, avec qui je recevais la VHF, donc la radio. Sur la deuxième étape, ce sera quand même tout autre, normalement. Et puis d'après, vu que je vais essayer de faire un peu plus ma course, normalement, je devrais être un peu plus seul. Et j'aurai moins de gens à porter VHF, mais on voit que c'est tellement grand que 15 km là-dedans, c'est rien, quoi. C'est même pas l'épaisseur de la souris. Donc, malgré que la première étape, on soit resté assez groupés, de par plein de choses. Il y a eu un passage à niveau ici où on devait tous passer par là. Donc, ça fait qu'on s'est tous resserrés. En plus, on s'est tous arrêtés. On a tous pris à peu près les mêmes routes, donc j'ai toujours eu quelqu'un à porter VHF. Mais sur la deuxième étape, ce sera sans doute pas le cas. Je serai beaucoup plus seul et il y aura plein de moments, je pense, où j'aurai personne à portée de VHF. Donc voilà. Et puis du coup, pour le revenir au mât, du coup, sans pénalité, normalement, non. Il y a des pénalités qui sont données quand on change des choses. Pour les voiles, par exemple, si on change une voile, on prend une pénalité de 24 heures. C'est des grosses pénalités.
mais c'est pour éviter que les gens choisissent une voile pour une étape, puis changent de voile, et qu'en gros, il y en ait qui aient limite 15 voiles sous la main et qui choisissent la meilleure voile qui ira bien. Donc nous, on n'a pas le droit de faire ça, mais pour le mât, vu que c'est justifié, c'est pour la sécurité en gros du bateau que je l'ai changé et pas pour la performance, j'ai le droit de changer de mât sans pénalité. Donc ça, c'est assez cool. Et pour les fissures de la coque, j'ai tout pu réparer en faisant une strat. Et maintenant, ça n'a pas bougé, donc c'est pas très grave. C'était des fissures qui n'étaient pas très graves, pas très structurelles. Donc pas de soucis de ce côté-là. Et je crois que Ronan, vous avez levé la main, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être qu'il avait une question aussi, Ronan. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Branche ton PC, Romain. Oui, c'est vrai que j'ai plus que 4%. Je vais charger. Merci. Et du coup, tu as fait la coiffure tout seul pendant la tourette, là? Pitié. J'arrête pas d'appuyer. J'ai entendu la blague de la coiffure. Je veux pas être dérangé sur la deuxième étape. À moi, je vais pas trop chaud. Avec Léo, vous faites la paire, c'est bien. Demande-lui, il fait quoi de ses journées aux Canaries? Il y a Adrien qui demande qu'est-ce que tu fais de tes journées aux Canaries. On voit des photos, c'est pas triste. Mes journées aux Canaries, au début, c'était pas mal la teuf. On a fait un peu la teuf. C'était arrivé quand même. Après, là, depuis quelques jours, c'est plus un peu le même programme que je faisais au sable, en gros. Préparation du bateau. Donc là, c'était réparer les petites bobos qu'il avait eu à droite à gauche. Organiser l'arrivée du mât, ce qui prenait pas mal de temps. On essaie de faire du sport. Là, on est à maintenant 8 jours, enfin un peu moins, 7 jours et demi du départ de la deuxième étape. Donc, on commence un peu à se remettre dans la course, quoi. À essayer de reprendre un rythme de sommeil correct, refaire du sport, préparer le bateau. On a une piscine au port, donc on essaie aussi d'aller nager régulièrement. Donc voilà, les journées, en gros, c'est se remettre dans la course et essayer de repréparer le bateau au top pour qu'il soit dans les meilleures configurations possibles pour la deuxième étape, quoi. Et puis, je vois que Pierre, tu me demandais si j'aurais du temps pour les réglages du gréement. Ce qui est pratique, c'est que je garde les mêmes haubans et peut-être les mêmes barres de flèche. Et donc, normalement, je devrais pouvoir garder à peu près les mêmes réglages qu'avec l'ancien mât. C'est pour ça que je vais quand même essayer d'aller naviguer ce week-end, dimanche, normalement, si tout va bien, pour régler un peu tout et être sûr que tout soit prêt pour le départ vendredi prochain. Mais en tout cas, ce qui va être hyper chouette parce que vendredi, on repart pour la deuxième étape et juste comment j'ai pris du plaisir sur la première, j'ai vraiment hâte d'y retourner sur la deuxième et puis essayer de faire bien sûr mieux que la première étape. Il y a Adri qui demande est-ce que tout le monde est bien arrivé? Est-ce que tout le monde est bien arrivé? Alors on était 90 au départ, 90 bateaux. On est 87 aux Canaries. Il y a eu 3 abandons, donc il y en a un qui a dématé dès le premier front. C'était un proto, le 346. Il y en a un, du coup, Georges Kik, qui s'est retrouvé sur les cailloux pendant le deuxième front. Et le troisième qui a abandonné, c'est Victor. Victor, il avait le même bateau que moi. Enfin, il a le même bateau que moi, c'est un maxi. Et il s'est fait rentrer dedans par un pêcheur, un bateau de 20 mètres, je crois, un immense bateau de pêche, qui lui est rentré dedans le long du Portugal.
et qui s'est pas arrêté. D'ailleurs, il est juste rentré dedans, il a ouvert, en gros, il a défoncé le bateau, il a défoncé le mât, et il a continué sa route, il s'est pas arrêté. Et donc Victor au début voulait réparer, il pensait qu'il y avait juste son bateau qui était touché, il n'avait pas vu que son mât était touché, mais en fait il s'est dérouté à Qashqai, je crois, si je dis pas de bêtises. Et en fait il s'est rendu compte que les dégâts étaient bien trop importants, et il n'a pas pu réparer, il n'a pas pu repartir, donc ça fait qu'il y a 3 bateaux en tout qui sont abonnés sur 90, ce qui est quand même plutôt correct, puisque au vu des conditions qu'on a eues avec pas mal de vent, le premier front et tout, ça fait qu'il y a quand même quasiment toute la flotte qui a réussi à rejoindre les Canaries. Donc c'est plutôt cool. Est-ce qu'on a déjà une visu sur la météo à venir? On commence à avoir une visu qui n'est pas très drôle, parce que en gros, on a une visu à peu près à 7 jours. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est que potentiellement on partirait d'ici des Canaries au près, quelque chose qui arrive quasiment jamais. Mais là, il y a un front encore un nouveau front qui est prévu pour dans une semaine, et qui ferait que potentiellement on partirait des Canaries au près, ce qui, genre, quand on fait des cours météo, quand on aborde cette situation-là, il dit tout le temps, bah, ça arrive jamais, on l'aborde juste pour que vous sachiez comment ça se passe, mais ça arrive jamais. Et ben là, c'est peut-être ce qui va se passer. Donc la Mini Transat, cette incroyable Mini Transat continue un peu avec des côtés irréels. Et donc c'est possible qu'on parte au près vendredi prochain, alors que c'est quelque chose qui normalement n'arrive jamais. Donc on n'est pas au bout de nos surprises et pas au bout de nos peines, en tout cas sur cette Transat. Qu'est-ce que j'appréhende le plus sur la seconde étape? C'est je pense que c'est clairement la solitude. Parce que en fait, j'ai jamais trop vécu, même sur cette course-là, étape 1, où je me disais, ça va être globalement un mi-transat. Là, c'est sûr que j'aurai personne à la VHF, personne à l'IS. Et même là, en fait, j'ai toujours eu quelqu'un à l'IS, j'ai toujours eu quelqu'un à la VHF. Et par contre, je pense que sur la deuxième étape, c'est quasiment sûr que j'aurai personne. Et donc, ça va être la première fois que je vais sans doute parler à personne pendant plusieurs jours. Donc, c'est ça que j'appréhende le plus. J'espère que cette fois-ci, mon MP3 ne tombera pas en panne, parce que c'est un peu le seul voie humaine que j'aurai pendant plusieurs jours. Donc j'espère qu'il tiendra toute l'étape. Mais c'est clairement ça que j'appréhende le plus, c'est la solitude, et le fait du coup de ne pas voir personne et de parler à personne pendant sans doute plusieurs jours. Donc voilà. On a une question de Marie par rapport à la cendre sur les bateaux. Est-ce que c'est un problème identifié et qui fait peur aux équipes? Est-ce qu'il y en avait beaucoup surtout? Il y en avait beaucoup, ouais. Il y en avait, je pense qu'il y avait des couches de plusieurs centimètres. Donc c'était quand même, on voit dans les rues, c'est tout noir, il y a de la cendre partout. Après, est-ce que c'est grave pour les bateaux? On les a protégés. Ce qui est surtout important, c'est de protéger tout ce qui a des roulements, pour pas que le sable arrive dedans, donc tous les poulies, les winches et tout. Donc ça, j'avais protégé dès que je suis arrivé. Et puis, au final, on se rend compte que ça se rince assez vite. Moi, ce qui est pratique, c'est qu'il y a des éléments qui sont durs à protéger. C'est ce qui est en tête de mât. Moi, vu que j'en ai plus, globalement, ça m'a aidé à protéger tous ces éléments-là. Mais ça se rince assez bien. Même quand le bateau est tout noir, ça prend un peu de temps. Faut compter 1h30, 2 heures entre le balai, l'aspirateur, le souffleur, puis l'eau pour finir. Mais ça se rince assez bien, même dans les poulies. Au début, ça fait un peu des bruits bizarres. Et puis, au fur et à mesure, en rinçant pas mal la poulie, on arrive bien à la nettoyer. Donc, pour l'instant, c'est pas trop grave, j'ai l'impression. J'espère qu'on ne découvrira pas au milieu de l'Atlantique que finalement, tu as tout bloqué et que plus rien ne marche. Mais normalement, si on nettoie bien toutes les poulies, les winches et l'électronique, ça devrait le faire. C'est impressionnant, mais c'est pas trop grave. Vas-y. Bon, la prochaine fois, tu pars avec la veste Underdog pour éviter d'être trempé de la tête aux pieds. Ouais, un petit manchon latex, ça m'aurait permis de ne pas oublier le scratch. Mais c'est pas grave, maintenant elle est sèche. Ouais, c'est le principal. Et du coup, j'espère que les réparations que j'ai faites pour Federico et ton autre pote, là, ça a tenu. Quentin. J'ai l'impression que oui. Et j'ai pas vu Fédé, mais en tout cas, Quentin m'a dit que c'était trop bien. Donc, c'est que ça a bien marché. Tant mieux. C'est top. Merci, Romain. De rien. Ouais, Rom, putain, bravo mec, bravo aussi à toute ton équipe logistique, franchement, je sais pas qui est le plus impressionnant dans toute cette histoire, mais franchement, bravo mec. J'avais une petite question pour la deuxième étape. Bon, t'as quelques heures à rattraper sur la tête.
Est-ce que tu as déjà une stratégie, une philosophie de course? Tu vas faire un peu bande à part pour essayer de choper des heures, ou tu vas suivre, ou je sais pas, tu vois, est-ce que tu as déjà, ou peut-être tu nous dis pas parce que c'est secret, tu vois, mais si tu as une petite stratégie, je serais content d'entendre ta philosophie là-dessus. Ouais, une stratégie. Après, la prévision météo est tellement vague pour l'instant que c'est dur en tout cas à faire une vraie stratégie par rapport à la météo. Mais en tout cas, les enseignements que j'en tire de la première étape, c'est que j'étais dans des zones où il y avait pas assez de vent pour mon bateau. Et j'ai trop suivi les autres, enfin trop suivi, pas suivi, mais justement trop resté dans des groupes de bateaux en essayant de me positionner par eux. Et ça m'a desservi, je pense. Donc en tout cas, sur la deuxième étape, ce que je vais essayer de faire, c'est de naviguer dans plus de vent, quitte à avoir des angles moins bons, et de m'éloigner le plus possible d'autres bateaux qui pourraient influencer ma stratégie pour faire ma route et puis faire mon truc et pas être influencé par eux. Donc ça, c'est sûr que dans ces deux points-là, je vais essayer de les améliorer. Après, suivre les autres ou quoi, non, je pense que je vais faire mon truc. Et puis je serai bien plus content de moi, même si ça marche pas en Guadeloupe, mais au moins j'aurais fait ma mini transat, fait ma route, et puis ce sera comme ce sera. Mais en tout cas, je pense qu'il faut pas que je me fasse trop influencer par les autres bateaux et que j'essaie de naviguer dans plus de vent, favoriser le vent aux angles. Bon, on y sera, mon pote, on y sera. Est-ce que je peux traduire la stratégie en allemand pour un pote? Non, Greg, je ne peux pas. Merci Corinne, trop cool. J'espère que c'était pas trop dur à comprendre le récit, mais j'ai essayé de le vulgariser le plus possible. Et puis en tout cas, je vous invite à suivre la deuxième étape, et puis je ferai sans doute la même chose à la fin de la deuxième étape si ça vous a plu, pour raconter un peu cette deuxième étape qui, je pense, va être bien différente, j'espère en tout cas, de la première, et sera en tout cas un peu plus normale, j'espère. Partir au près, Jean, ça veut dire aller face au vent. En gros, c'est pas drôle à faire. Portant, c'est drôle, presse, pas drôle. Allez, avant d'aller faire dodo, Nathan, il voulait te dire quelque chose. Allez, vas-y. Ce que tu veux pas. Allez, encore la trompette. Faut bien progresser à trompette, Nathan, dis donc. Ça va, ça casse pas trop les oreilles. Allez, bonne soirée. Bonne nuit, Nathan. Bon, à bientôt, du coup, merci en tout cas d'avoir suivi cette aventure. J'espère que c'était intéressant. Et puis, on suivra. J'espère que vous pourrez suivre la deuxième étape. Et puis, je serai ravi de vous raconter tout ce qui sera passé sur la deuxième étape. J'espère qu'il se passera moins de choses que la première, mais bon, ça fait au moins des choses à raconter. Ça se mérite là. Et puis, même si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer des messages. J'ai encore un peu de temps avant de partir, donc n'hésitez pas. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Et puis, à bientôt. Salut Romain. À bientôt. Ciao. Salut. Bravo, merci.